la victoire ne masque pas toutes les incohérences dans le jeu, le manque de receveurs, l'énervement palpable depuis des semaines. Bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve pour la première fois de cette année 2024, de cette très belle année que l'on vous souhaite à tous, 2024. On commence bien évidemment au nom de toute l'équipe de TFA par vous souhaiter une excellente année 2024, pleine de bonnes choses pour vous et pour vos franchises NFL, si jamais vous avez la chance de supporter des équipes qui gagnent ou qui gagneront lors de cette prochaine année. Avec moi, pour les prochaines minutes, peut-être 1 heure, peut-être 3/4 d'heure, on verra, là où le temps nous mènera. On a celui qui a validé son first seed hier. C'est mon Seb. Salut Seb, comment ça va? Bonne année à toi. Salut Flav, bonne année, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes ceux, et surtout, donc, bien sûr, bonsoir à tous ceux dont le club a validé son first seed pour les playoffs à venir. Bon, on en profite tout de suite pour saluer John Ravens qui a fait du lobbying sur Facebook en disant la prochaine fois que je viens dans Tailgate, les gars, je défonce tout. Donc on salue John Ravens qui doit être content lui aussi du first seed de Baltimore. On va en reparler dans quelques secondes. Mais avant ça, notre deuxième ami qui est avec nous pendant ce podcast, c'est mon Yaya. Salut Yaya, comment ça va? Salut Flav, salut Seb, bonjour à tous les auditeurs agents libres qui ont signé des gros contrats. Et pour cette nouvelle année, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Moi, c'est pas forcément des victoires, mais puisque la saison parfaite l'année prochaine sera pour les Giants. Mais ce sera surtout des gros contrats avec beaucoup de zéros. Voilà, beaucoup d'argent. L'argent, le nerf de la guerre. Bah oui, avant que tu me mettes au visage le contrat de Daniel Jones. Voilà. C'est beau, Flav, parce que j'ai même pas besoin d'en parler. Là, on n'a même plus la peine besoin de s'y mettre, il le fait pour nous. Parce que vous êtes des rageux, parce que voilà, et tout ça, tu sais quoi, hein, ouais, pour prendre Derek Carr et faire quoi, du James Winston. Ou du Andy Dalton et dire non, les contrats des autres, et là, bam, le mur, même pas capable de gagner la NFC South. Non mais alors déjà, des 2-1, tu vas te calmer parce que je te rappelle que la NFC Sud n'est pas jouée encore, hein. Donc elle n'est pas perdue jusqu'à preuve du contraire. Bon, ça on en reparlera mercredi des équipes qui ont encore quelque chose à jouer dans cette saison. Et puis tu sais, quand on est assez daltonien pour confondre, tu vois, en se disant tiens, il a un numéro 8, ça doit être Lamar Jackson, on va lui faire signer un gros contrat. Ah non, mince, c'était Daniel Jones. Bon, on vient pas trop la ramener, quoi. C'est pas parce qu'ils ont le même numéro qu'ils ont le même niveau, tu vois. Hein. Oui, donc, juste une chose, et c'est à quel niveau de la ligue, du contrat moyen de la ligue, Daniel Jones? Bon allez, on passe à Lamar Jackson. Voilà, et voilà, monsieur n'a plus d'arguments. On passe aux gens qui gagnent, ça ferait du bien, et aux gens qui jouent. Hein, aussi, parce que bon, pour l'instant, Daniel Jones, à part couper des citrons pour des millions, c'est pas grand-chose. Alors, donc, on passe à Lamar Jackson et aux Ravens de Baltimore, qui, eux, ont... Alors, est-ce qu'on va dire qu'ils ont gagné ? C'est même plus que gagné à ce point-là. 56-19 contre les Dolphins. C'était annoncé comme le gros choc de cette 17e semaine de compétition, celui qui pouvait décider de l'avenir de l'AFC. Ce fut le cas, puisque, mon cher Yaya, les Ravens sont first seed grâce à cette victoire étincelante sur les Dolphins. Oui, que dire, c'est une démonstration de puissance. Ils ont joué jusqu'au bout. Comme tu l'as dit, Lamar Jackson a été parfait. Hein, rating parfait pour lui. C'est son 3e en carrière de mémoire. Bon, on savait qu'ils étaient contenders. Ils sont montés en puissance tout au fil de la saison. Et puis ces dernières semaines, ils éparpillent façon puzzle toutes les équipes qu'ils rencontrent. Bon, Lamar Jackson, il y a eu un psychodrame l'année dernière pour le contrat. Ils ont attendu. Cette année, ils l'ont re-signé. Bon, écoute, c'est complet partout, en défense, en attaque.
c'est top. Et puis voilà, sur le match d'hier, ils ont complètement roulé sur leur dauphin, Des dauphins, les dauphins. exactement. Pour juste, ils leur ont mis 491 yards, un seul turnover, 24 first down. Rien à dire, quoi. C'est une performance très complète, Seb, des Ravens, aussi bien en défense, où ils ont marqué en plus sur leur turnover. On sait qu'ils avaient provoqué beaucoup de turnover la semaine dernière contre les 49ers. Là, en plus, ils ont capitalisé au niveau des points sur les ballons qu'ils ont récupérés. Une performance grandiose en défense, mais on savait que cette équipe des Ravens était très forte défensivement. Et surtout en attaque, Yaya en a parlé, à Lamar Jackson qui termine avec 18 sur 21 à la passe, 321 yards, 5 touchdowns, aucune interception. T'ajoutes à ça 35 yards à la course. Bref, il n'y a pas grand-chose à retirer. J'ai un peu l'impression, tu vas me dire si tu as eu cette impression-là, de revoir le match des Ravens contre les Lions il y a quelques semaines de cela dans le passé où on avait dit, mais c'est même toi qui avais dit ça, si je me souviens bien, Seb, que c'était hypnotique à regarder. Et ben on avait cette impression de puissance qui se dégageait de Baltimore. Exactement. Faut quand même rappeler l'ampleur du score parce qu'on l'a pas encore fait. 56-19. Ils ont les Ravens qui décapitent une fois de plus une autre tête de série cette saison, parce qu'il faut se rappeler qu'effectivement à leur palmarès et sans coup férir, sans aucun accroc, ils sont accrochés Détroit, ils sont accrochés San Francisco. Là, Miami, dans les mêmes proportions. Ils se sont offerts également Jacksonville, alors qui, à ce moment-là, était plus tout à fait considéré comme une tête de série, mais tout de même. Donc voilà, ils ont fait le carton plein face aux grosses écuries qu'ils affrontaient cette année. La démonstration, elle est absolument impitoyable. Et puis, comme tu le disais, ils ont profité des ballons volés en défense, 2 de leurs 3 takeaways qui amènent des points. En attaque, ça marque 4 touchdowns sur leurs 5 premières possessions. Ils vont 8 fois dans l'en-but au total. Et autre chose, du côté de Miami, c'est que le blitz a été absolument inefficace, parce que Lamar Jackson, face au blitz, il a fait 5 sur 6 et 171 yards. C'est affolant de puissance. Je vois vraiment pas qui pourra les arrêter en playoff, puisqu'on avait encore ce débat il y a quelques semaines. Allez, est-ce que les Dolphins peuvent prendre le first seed à Baltimore, etc. Il y a des arguments pour, des arguments contre. Moi, j'avais fait, à titre personnel, j'avais fait part de mes réserves sur Miami à plusieurs reprises, et là, ces réserves, elles sont totalement confirmées. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre de Miami en playoff? Parce que, admettons que ça se passe bien pour eux au premier tour, à un moment, s'ils veulent aller au bout, les Dolphins, les Ravens, ils vont les retrouver. Ça c'est sûr. Voilà. Enfin, non, c'est pas sûr. Ils peuvent être sortis au deuxième tour, les Ravens, mais c'est vrai qu'il y a des chances quand même. Il y a de fortes chances. Il y a de très fortes chances pour qu'ils soient sur la route du Super Bowl. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là quand on voit ce qu'ils viennent de leur mettre en fin de saison régulière? Et surtout que les Dolphins, on va en parler quand même rapidement, parce que on avait émis ce petit doute quant à savoir si contre les équipes vraiment fortes, est-ce que les Dolphins seraient capables de passer un cap? Alors la semaine dernière, il y a eu cette victoire contre Dallas. Là, ça retombe un peu dans les travers qu'on avait connus. Et il y a aussi un pendant qu'il faut reprendre, c'est que on a appris ce lundi la fin de saison de Bradley Chubb, le linebacker, qui va quand même peser énormément, sachant qu'il y a déjà Jalen Phillips qui est blessé depuis Thanksgiving et qui ne reviendra pas cette saison. Ça fait déjà 2 linebackers importants qui vont être sur le flanc. On a Tua Tagovailoa qui s'est légèrement blessé à l'épaule aussi hier. Yaya, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces Dolphins? Est-ce qu'ils n'ont pas perdu plus qu'un match hier soir? Oui, totalement. Et surtout, c'est que même la division n'est pas sûre, hein, puisque après, ça joue contre Buffalo de mémoire c'est ça. au dernier match. Donc ça veut dire qu'ils peuvent même pas reposer leur titulaire. Alors les playoffs,
c'est in the pocket, comme disent les faux jeunes, mais il va falloir cravacher encore pour garder l'avantage du terrain dès le premier match. Encore une fois, c'est toujours mieux quand on s'appelle Miami d'avoir l'avantage du terrain. Pourquoi ? Parce que se déplacer dans le froid, quand tu t'entraînes toute la semaine au chaud du côté de la Floride, mais après, c'est un aveu d'impuissance. Ça va être un match extrêmement tendu, ce Miami-Buffalo. On aura l'occasion, bien évidemment, d'en reparler, notamment dans le podcast de mercredi avec les enjeux de la Week 18. Mais on a vraiment un match qui pourrait être très, très important. D'ailleurs, il a été choisi comme dernier match de la saison régulière en prime time le dimanche soir aux États-Unis. Parce que il y a déjà effectivement ce titre d'AFC Est qui va se jouer en confrontation directe entre les deux équipes. Il y a pour les Dolphins la possibilité d'être effectivement dans les 4 premières têtes de série s'ils l'emportent et d'avoir l'avantage du terrain sur le premier tour, mais surtout pour les Bills, la possibilité, s'ils perdent et que dans le même temps les Steelers notamment ont gagné, d'être soit qualifiés, soit éliminés, parce qu'ils peuvent très bien aussi soit être champions de division s'ils battent les Dolphins, soit être éliminés s'ils perdent. C'est vraiment, ça peut être un tout ou rien pour les Bills de Buffalo, et ça va être un match qui, à mon avis, va sentir la poudre. Ce Bills Dolphins, avec deux équipes qui en plus arrivent sur des formes différentes. Tout n'a pas été parfait chez les Bills, on en reparlera peut-être en fin d'émission, mais tout n'a pas été parfait non plus dans le match des Bills contre les Patriots ce dimanche. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, Lamar Jackson, MVP, ça fait plus de doute maintenant ? Ça fait peu de doute chez moi, en tout cas. Sachant que le titre de MVP va traditionnellement à un quarterback, même si on a longtemps parlé de Christian McCaffrey. Je veux dire, après une performance pareille, et vu comme son équipe est dominante, je vois pas qui d'autre. Très honnêtement, je ne vois pas qui d'autre. Rendons à Yaya ce qui lui appartient. Quand on a fait le débat du MVP il y a 3 semaines de cela, Yaya nous a dit ce sera Lamar Jackson qui sera MVP. Ouais, totalement. Après, il y a une seule chose qui peut être en sa défaveur, c'est qu'il n'a pas les mêmes stats de mémoire que sa saison où il a été MVP il y a quelques années. Et c'est ce que les insiders américains avaient noté. Mais là, ça fait plus de doute, et il a mis le couvercle sur la marmite. Il a dit bon allez, c'est moi le go-to guy cette année, et voilà. Donc mais en plus, je pense que le prochain match, il y a des chances pour qu'il soit pas derrière le centre, pour qu'il se repose. Où il fera quelques. Ils mettront Tyler Huntley qui a été lui aussi à 158.3 de rating ce dimanche. Oui. Une passe, une complétée, 19 yards, un touchdown, 0 interception, rating 158.3, je suis désolé. Oui. Donc on l'annonce, Tyler Huntley MVP. Les faits sont les faits. Les faits sont les faits. Écoute, c'est pour rien, quoi. C'est pas moi qui fais le rating. Bon, alors, commence pas à m'embêter. Je n'y suis pour rien. Je vais t'envoyer Arthur et tu vas vite déchanter. Tiens, Arthur, qu'on salue, on parlera des Bengals un petit peu plus tard dans cette émission. Pendant qu'on en est à parler de l'AFC Nord, il y a une autre équipe qui a validé son ticket pour les playoffs lors de cette petite semaine 17. C'était très tôt, c'était jeudi, avec la victoire des Browns de Cleveland sur les Jets de New York, 37-20. Avec Seb, un Joe Flacco qu'on n'arrête plus. Joe Elite Flacco, on a dit. Un Joe Elite qu'on n'arrête plus. 4 victoires en 5 matchs en tant que starter. 300 yards ou plus lancés à chaque fois. Le fait que Cleveland atteigne les playoffs pour la 3e fois depuis 2022, je crois, avec lui, qui n'était même pas dans le roster en début de saison, c'est une sacrée belle histoire. Alors, il faut quand même tempérer quelques points. Flacco, c'est aussi 8 interceptions et 3 fumbles en 5 matchs. Et là, contre les Jets, on a eu une deuxième mi-temps qui n'a pas été terrible parce qu'il fait un 3/7 pour 13 yards. Néanmoins, il faut noter également qu'il s'est passé quelque chose lors de cette deuxième mi-temps. C'est un jeu au sol
qui a su prendre le relais lorsque le jeu aérien a commencé à pêcher. Alors, on peut en plus mettre on va dire ce coup de pas bien du jeu aérien sur l'absence d'Amari Cooper. Mais il y a un jeu au sol qui finit avec 127 yards en 28 portées réparties entre notamment Jerome Ford et Kareem Hunt. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour Cleveland, dont le jeu au sol était un petit peu, on va pas dire décrié, mais qui semblait un petit peu en deçà depuis plusieurs semaines, de savoir qu'à ce moment-là de la saison, ils ont des running backs qui peuvent éventuellement assurer si jamais du côté du jeu de passe ça se passe moyennement. Mais oui, effectivement, avec Joe Flacco, c'est quand même une chouette histoire. Ce QB de 39 ans qu'on est allé chercher, 38 ans, 39 ans, je ne sais plus, Joe Flacco, qu'on est allé chercher. Oh, tout de suite les grands mots. Pas si vieux que ça, hein, quand même. Un petit peu de respect pour les anciens. On salue tous les plus de 38 ans qui nous écoutent ou qui sont avec nous dans ce podcast. Mais voilà, c'est une chouette histoire. En plus, il s'est trouvé une cible préférée avec le Titan de David Njoku. Non, c'est chouette à voir. Je suis vraiment très très curieux de voir le parcours des Browns en playoff. Alors, ils sont dans la même division que les Ravens de Baltimore, et cette année, les Browns ont battu les Ravens 33-31 à Baltimore. Alors, ils avaient perdu dans le premier match 28-3, mais le deuxième, il a été gagné par les Browns. Est-ce que, Yaya, tu vois les Browns pouvoir faire un gros coup pendant ces playoffs, et pourquoi pas aller battre les Ravens? Non. J'aime bien les réponses tranchées de Yaya, parce que ça nous fait toujours des très belles vidéos Instagram où après les gens viennent nous râler dessus. Tu vois. Non, mais plaisanterie mise à part, non, je le vois pas. Je pense qu'ils sont quand même un cran en dessous. Si on prend poste pour poste, ça risque d'être très compliqué, à part Myles Garrett, qui est le symbole de cette équipe. Ça risque de manquer un petit peu de talent au bout d'un moment. Pour revenir juste sur les Browns, oui, effectivement, c'est une belle histoire, mais c'est avant tout une équipe qui défend très très fort. Et voilà, après, effectivement, il y a le péché mignon des pertes de balles du côté de l'attaque. Et face à Baltimore, ça risque de pêcher au bout d'un moment. J'ai un petit, le saviez-tu? Vas-y. Hein, le saviez-tu qu'avec 72 yards à la passe, Joe Elite Flacco arriverait déjà à la 31e position dans l'ordre dans all-time de nombre de passes lancées par un quarterback, et il dépasserait ainsi Johnny Football, Johnny Manziel. Et Voilà. Voilà. What a landmark. Voilà. Eh ben, tu veux un petit quiz? Vas-y, on va faire un petit quiz improvisé. Vous pourrez jouer avec nous et puis nous donner la réponse. Et vous trichez pas parce qu'on va donner la réponse dans une minute. Alors, vous l'enverrez vite sur les réseaux sociaux. Tu sais que Joe Flacco, c'est le deuxième joueur de l'histoire à lancer au moins 300 yards à la passe sur quatre de ses 5 premiers matchs avec une équipe. Et tu sais qui était le premier à le faire? Ah, je l'ai vu passer ce truc. Ah, si vous me le sortez, les gars, vous êtes bons, hein, parce que faut avoir vu la stat, hein, je pense. Hein. S'il y en a un qui a la bonne réponse en moins de 30 secondes, chapeau. C'est 300 yards, tu m'as dit? Au moins 300 yards dans 4 des 5 premiers matchs avec une équipe. Ah, je vous aide, il s'appelle Brian, et il joue encore. Hein. Brian Hoyer? Brian Hoyer avec Chicago en 2016, tout à fait. Qui l'eût cru? Ouais. Ça, tu vois, il était bon. Ce quiz-là valait une carte cadeau de 20 € offerte par Charles. Bon, c'est dommage, personne n'a la réponse. C'est comme la fantaisie, hein, où notre boss a décidé d'offrir des cadeaux aux gens qui gagneraient la fantaisie TFA. Mais bon, c'est lui qui la gagne, donc comme ça, au moins, c'est réglé. Oui, mais je l'ai battu la semaine dernière, ce qui fait que je ne serai pas dernier. Voilà, c'est déjà sympa, le boss. Voilà. Le boss a gagné la Fantasy TFA. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Voilà, donc Brian Hoyer et Joe Flacco, du talent au mètre carré chez nos amis, plus de 300 yards à la passe.
Les Browns, mine de rien, ils ont avancé un peu sous le radar toute la saison. On en a peu parlé. On va pas dire qu'on en a pas parlé, mais on en a peu parlé par rapport aux Ravens, par rapport aux Dolphins, par rapport aux Chiefs, même en AFC, etc. Puis finalement, ils se retrouvent là avec une bonne fiche de stats et va falloir quand même s'en méfier pendant ces playoffs. On passe, en parlant des Chiefs, on passe aux Chiefs parce que oui, les Chiefs, ça y est. Ils sont champions d'AFC West. Enfin, j'ai envie de dire, mon cher Yaya, enfin, il aura fallu attendre 17 semaines cette année. Oui. Alors, ça boite réellement du côté de Kansas City, même si là, on gagne contre des pâles Bengals. La victoire ne masque pas toutes les incohérences dans le jeu, le manque de receveurs, l'énervement palpable depuis des semaines. Alors oui, Kansas City gagne la division, mais c'est surtout les autres qui se sont battus entre eux. Denver. De toute façon, Denver leur avait laissé la division. Ils ont décidé de mettre Russell Wilson sur le banc. Ils se sont dit, là, on vous laisse, c'est pour son amarre. Oui, Vegas qui a alterné le chaud et le froid pendant toute la saison, et les Chargers qui ont été les Chargers. Voilà, on dira pas plus. Ça a été les Chargers, c'est déjà bien. Ah. C'est assez inquiétant. Est-ce que on a beaucoup eu ce débat des Chiefs assez inquiétant sur toute la saison. Il y a eu cette défaite le jour de Noël contre les Raiders, justement. Une défaite, on le rappelle quand même, sans qu'Aidan O'Connell ne réussisse à passer un seul yard sur 3 quarts-temps, ce qui est encore plus inquiétant. Et là encore, certes, il y a la victoire ce dimanche contre les Bengals 25-17. Des Bengals, on ne le répétera jamais assez, qui sont pas épargnés par les blessures, notamment celle de Joe Burrow. On a quand même ce sentiment que les Chiefs avancent avec le frein à main, Seb. Alors, sur ce match, les problèmes qu'on a relevés tout au long de la saison étaient toujours présents, c'est-à-dire des erreurs mentales, des pénalités, une défense qui est parfois un petit peu absente alors qu'elle est censée être le cœur de l'équipe cette année, des passes échappées, bien entendu, puisque ça, c'est devenu... Valdez-Scantling nous en a fait une... Coucou Marquez Valdez-Scantling, n'est-ce pas? Ce qui les sauve sur ce match, c'est les big plays. Il y a les 2 courses de Isaiah Pacheco de 35 première mi-temps. Il y a Mahomes qui génère 4 jeux de 20 yards et plus. Et c'est ce qui leur permet de garder la tête hors de l'eau, parce que malgré tout, ces big plays-là, ça génère que, entre guillemets, 6 field goals. Et ils peuvent dire aussi merci à Harrison Butker, qui a été parfait, qui a comblé le déficit et qui a quasiment gagné le match pour eux. Il n'empêche, toujours en attaque, ça fait 3 sur 12 sur les 3e downs, ça fait un 1 sur 3 dans la red zone seulement, et on voit toujours pas de solution arriver, et moi j'ai peur que ce soit un peu tard pour trouver une solution. Alors, on va me dire, néanmoins, ils sont champions de leur division, quelque part, les Chiefs, ils s'en sortent toujours à la fin, mais est-ce que ça va suffire dans la période où on va arriver? Là aussi, je suis très curieux. Est-ce qu'on va avoir un club qui va se transcender au moment où il le faut et qui va redevenir peut-être pas aussi étincelant que la saison passée, ça me semble compliqué, mais au moins plus brillant offensivement, plus cohérent surtout qu'il ne l'a été, ou est-ce que finalement ils vont s'effondrer sous tous ces problèmes, ce que je ne souhaite pas, hein, bien évidemment. Je rappelle que on ne souhaite de mal à aucun club à The Legends, c'est pas sauf, bon, on va pas citer tout de suite, mais bon. Voilà, sauf eux, quoi. Ils se reconnaîtront. Non, parce qu'il y a toujours des fans de franchise qui vont dire de toute façon vous êtes toujours contre ma franchise, alors que absolument pas. On est un peu pour tout le monde, un peu contre tout le monde. On a nos préférences. Oui, t'es surtout contre les Giants, Flav. Pas du tout. Je dis juste que j'aurais préféré que vous ayez un kicker compétent. C'est tout ce que j'ai demandé. C'est tout ce que... Et c'est pas pour ça que je souhaitais une défaite des Rams. J'aime beaucoup les Rams. Il y a pas de problème avec ça. Surtout leurs défenseurs et les interférences de passes défensives. Bref, on
on s'enfonce dans des considérations de play-off de l'ancien temps. On dévie. Mais voilà, là aussi, pour d'autres raisons que les Browns, une équipe que je suis curieux de suivre en play-off parce que je suis vraiment, vraiment intrigué par l'évolution qu'ils peuvent présenter qu'ils pourraient présenter dans 2 semaines. Et puis c'est en plus une équipe qui est toujours dangereuse parce qu'elle peut très bien arriver un peu comme ça, clopin-clopant, si j'ose dire, en play-off, et puis finalement réussir à nous sortir 3 matchs complètement aboutis et aller au Super Bowl. C'est avec les Chiefs, c'est toujours possible. Pour être champion, il faut en gagner 4 pour eux. J'ai dit aller au Super Bowl, il en faut que 3 du coup. Oui, mais il en faut 3, mais... Et ils en auront un à domicile déjà. Ou même remporter 3 matchs très moches. Hein. Ils sont capables. C'est possible aussi. Hein. C'est tout à fait possible. Ce qui va compter, c'est le résultat là maintenant. Bien sûr, mais il y a un match à domicile. Peut-être 2. Ils peuvent encore finir numéro 2. Hein. Oula, non. Comment oui. Bah si. Si. Ils peuvent finir devant les Dolphins. Hein. Ils auraient le séant bordé de nouilles. Excuse-moi. Oui, mais c'est possible. C'est pas impossible. Oui, bien sûr. Écoute, on va pas parler de tout ce qui est possible. Avec des si, on met Paris en bouteille. Tout à fait. Plaisanterie mise à part, ils n'ont pas les certitudes d'une équipe qui va passer parce que passer un match de play-off, je veux bien, mais quand la pente va se raidir, j'ai peur que ce soit vraiment compliqué pour eux. Et paradoxalement, on n'a jamais dit qu'ils étaient sereins. Hein. Attention. Non, on a dit qu'ils pouvaient gagner même de manière moche. On n'a jamais dit qu'ils étaient sereins. De toute façon, ils ne projettent pas, que ce soit dans le jeu ou même clairement dans leur attitude, le visuel d'une équipe sereine. Je veux dire, quand t'as un quarterback qui va serrer la main de son adversaire et qui lui parle de l'appel des arbitres sur l'un des derniers jeux, tu te dis qu'ils sont quand même très énervés, quoi. Enfin, ils sont tendus, hein, les garçons. Oui, c'est pour ça que, excuse-moi. Vas-y. C'est pour ça que malheureusement, pourtant c'est une équipe, c'est notamment avec Mahomes, c'est un joueur qu'on veut voir le plus possible dans le plus de matchs parce que il est fun à regarder. Mais le problème, c'est qu'il y a clairement quelque chose qui se joue parce que il y a beaucoup de frustration qui s'est accumulée ces dernières semaines et j'ai peur que ça explose au visage de cette équipe. C'est effectivement bien possible. Et si vous vous rappelez, quand on avait accueilli Hugo des Chiefs France, il nous avait dit que historiquement, c'était pas le jeu de course qui allait sauver les Chiefs. Sur le match d'hier, pour le coup, Isaiah Pacheco, avec Harrison Butker, est probablement la personne qui a sauvé la victoire de Kansas City et qui pourrait, mine de rien, être un élément important parce que comme on sait qu'au niveau des receveurs, c'est pas terrible. Au niveau des tight ends, on peut parler des stats de Travis Kelce si vous voulez, hein, mais sur les 3 derniers matchs, c'est 28 yards, 47 yards et 16 yards. Hein. C'est comme dirait quelqu'un que je connais bien, c'est pas fifou. Alors c'est pas que de sa faute parce qu'il est bien serré, il est bien tenu par les défenses et ça laisse encore moins de place. Mais c'est là tout le problème, c'est qu'en fait comme il n'y a pas de receveur derrière ou à côté de lui, les défenses elles le couvrent lui. Hein. Ah ben c'est exactement ce qu'on disait la semaine dernière. C'est que tant qu'il n'y a pas de receveur pour un peu espacer le jeu, faire une vraie menace, ou alors c'est du coup les playmakers sont beaucoup plus serrés et les défenses le savent. Travis Kelce. Oui, pardon, vas-y. Non, mais il faut quand même rendre du crédit aux équipes adverses qui travaillent très très bien. Hein. Travis Kelce qui en est actuellement à 984 yards et qui pourrait ne pas dépasser la barre des milliards, on ne sait jamais, ça se trouve il sera laissé au repos sur la dernière semaine, à savoir. On n'en sait rien, c'est peu probable. Hein. Bon, on ne sait jamais. 984 yards, il ne pourrait ne pas dépasser la barre des milliards pour la première fois depuis la saison 2015. Et ça date quand même d'un petit moment. Hein. La saison dernière, pour rappel, c'était 1338 yards et 12 touchdowns. Cette année, 984 et 5 touchdowns. Il n'a plus marqué depuis 6 rencontres. Ça commence à faire quand même pour notre ami Travis.
Bon, les amis, l'AFC, c'est à peu près vu pour les équipes qui ont sécurisé leur spot. On rappelle que ceux qui sont encore en compétition, on en parlera dans le podcast de mercredi. Oui, mon Yaya, tu veux dire un truc? Moi, j'ai juste un truc à dire. J'avais annoncé que c'était la fin, mais ça continue. La série positive de Mike Tomlin, Qu'est-ce qu'il puisqu'on raconte? finit Ah avec. oui, vas-y, oui. Et oui, et donc pour une 17e saison consécutive, une équipe coachée par Mike Tomlin, les Pittsburgh Steelers seront toujours en positif, puisque on les annonçait morts avant la fin du film. Et encore une fois, ils déjouent les pronostics, donc on sait même plus quoi dire. Donc Bah, voilà. oui. En fait, le problème, c'est qu'on aimerait faire un podcast spécial en fin de saison sur les Steelers et leur saison. Mais Non, en même temps, on toi, saurait pas quoi dire. toi, tu veux juste. Non, toi, ce que tu veux, c'est inviter Romain Oui, mais bien de sûr, Steelers j'adore Romain. France. J'adore Romain. Bah oui, parce que tu sais que c'est un bon client, il nous racontera des bêtises et tout ça. C'est tout à fait. Mais non, mais sérieusement, cette saison des Steelers est difficile à qualifier quand même. Tu perds Pickett, tu te dis bon bah ça va finir par retomber. Tu vires Matt Canada, ça va mieux un match, ensuite ça va moins bien. Mitch Trubisky qui est à 0-2, ils mettent Rudolph, finalement Rudolph qui nous met 30 points par match. Le jeu de course qui se développe, enfin bon, ça part dans tous les sens, tu sais pas trop comment ils en sont là, mais ils en sont là, et tant mieux pour eux. On en est les premiers ravis pour les Steelers qui joueront leur qualification lors de la semaine 18, puisqu'ils ont été gagnés du côté de Seattle, et qu'ils auront donc l'occasion d'essayer de se qualifier, ce qui enverrait 3 équipes d'AFC Nord en play-off, du coup. Les Bengals, eux, sont éliminés. Je ne te demanderai pas, Seb, du coup, si la saison des Bengals a été lancée avec cette défaite contre les Chiefs. Je te demanderai plutôt, est-ce qu'elle s'est terminée? La réponse est oui. C'est oui. La réponse là est catégorique. La réponse est catégorique. La vérité du terrain a parlé. Les Bengals sont éliminés et on salue Arthur qui pleure toutes les larmes de son corps depuis maintenant plusieurs semaines, mais qui depuis hier est inconsolable. Voilà, ça c'était pour refermer la parenthèse AFC. On passe à la NFC puisque un bonheur n'arrivant jamais seul, nous ne connaissons pas une tête de série numéro 1, mais 2 têtes de série numéro 1. Les San Francisco 49ers de notre cher ami Seb ont été validés leur première place de la conférence NFC au terme de la saison régulière, grâce notamment à une victoire. Alors une victoire, tu vas me dire comment tu la qualifies, parce que j'ai fait le résumé de la Red Zone, j'avais du mal à qualifier cette rencontre des 49ers, où on a l'impression qu'ils ont très bien commencé, avec un touchdown de Deebo Samuel notamment, puis ça a ralenti, ils ont laissé revenir les Commanders, puis ils ont réaccéléré, notamment en serrant la vis en défense. Bon, du coup, c'est bien, c'est rassurant, ou c'est juste une journée au boulot tranquille pour les 49ers sans forcer, quoi. Il est vrai que cette victoire sur Washington, 27-10, elle n'est pas si large que ça, et il faut quand même se souvenir de la satanée raclée qu'ils ont pris contre Baltimore la semaine passée. Du coup, on a l'impression, un petit peu, que le rouleau compresseur de San Francisco, il fonctionne sur la réserve. Hein. Il ne faut pas oublier que contre Washington également, ils font un 3/6 en red zone, et que nous avons eu besoin d'une défaite qu'on qualifiera de surréaliste. Oui, nous allons y revenir dans quelques secondes sur le cas des Eagles. Nous en reparlerons. Le cas des volatiles. Il y a eu un drôle de duel de volatiles, et c'est pas le plus gros qu'il a emporté. Ils se sont fait voler dans les plumes, mais nous en reparlerons. Donc, du coup, attention un petit peu au fait que depuis 2 semaines, cette équipe, elle est peut-être en sous-régime, peut-être qu'il y a de la fatigue qui s'accumule. Après, dans ce qui est rassurant, c'est que Brock Purdy a retrouvé ses bonnes habitudes après sa contre-performance contre Baltimore. Au passage, il s'arroge un record de la franchise avec 4280 yards lancés en 16 matchs à l'ancienne. S'il vous plaît. Il y a Elijah Mitchell qui prend le relais de Christian McCaffrey et qui fait plutôt une bonne perf avec 17 courses, 80 yards et un touchdown. Et c'est plutôt rassurant pour ce joueur dont la carrière a été marquée par les blessures jusqu'ici. Du coup, en semaine 18, on peut le dire, les Niners, ils se retrouvent avec un match qui a vraiment
aucun enjeu contre Arizona. Et je pense que le point qui va être crucial sur les 2 semaines qui C'est pas viennent... contre les Rams? C'est pas contre les Rams? Contre les Rams, pardon. Ma langue a fourché, c'est contre les Rams. Oui, parce que si tu veux, il y avait un certain intérêt pour les Saints que les Rams aillent jouer contre les Niners. Bon, ça a un peu perdu de son intérêt avec votre first seed, quoi. Donc j'étais assez focalisé sur cette rencontre, tu vois, si tu veux. J'étais encore resté sur le match contre Philadelphie, autant pour moi, ma langue a fourché. Donc du coup, il y a ce match qui sportivement a plus vraiment d'intérêt, et ce qui va être vraiment stratégique pour San Francisco, c'est comment est-ce qu'on gère le personnel. Est-ce qu'on met tout le monde au repos? Est-ce qu'on met les titulaires au repos pendant 2 semaines? Est-ce qu'ils ne risquent pas de se retrouver un peu à court de compétition? Est-ce qu'on va faire un peu plus tourner l'effectif sur ce match, etc. Parce que je pense que certains joueurs, je pense en particulier à McCaffrey et à Eric Armstead, ont besoin de souffler. Ils ont besoin de se reposer un petit peu avant d'aborder les playoffs. Donc la gestion des hommes, elle va être cruciale pour Shanahan sur les 2 semaines qui viennent. Toi, tu crois qu'ils vont la jouer comment? Est-ce qu'ils vont la jouer on met tout le monde au repos, ou est-ce qu'ils vont nous faire alors à l'époque, quand les Saints se qualifiaient en play-off avec les first seed, il y avait quand Drew Brees était au centre de l'attaque, oui, je vous parle d'un temps ancien. La petite chose, c'était de faire jouer Drew Brees la première mi-temps du dernier match et de le remplacer sur la deuxième, en fait. Donc de pas lui couper complètement le rythme, mais en même temps de trucs. Est-ce que tu crois qu'ils vont faire ça avec Brock Purdy, ou tu les vois mettre Purdy tout le match, ou Sam Darnold carrément? Non, je pense que faire jouer les starters pendant une mi-temps, ou l'équivalent d'une mi-temps en termes de minutes ou de nombre de snaps, ce serait la chose intelligente à faire. De ne pas les laisser à court de compétition pendant 2 semaines, parce que sur des athlètes de haut niveau, ça peut se retourner contre eux au moment où il faudra revenir sur le terrain. Ça me semblerait la chose intelligente à faire. Après, je ne suis pas coach, je ne suis pas chez le manager, je ne suis pas Kyle Shanahan. C'est un tort d'ailleurs. Je suis sûr que s'il nous embauchait, ça se passerait très bien, mais ça se passera encore mieux. On aurait 2 titres de plus, moi je te le dis. Mais non. Mon Yaya, toi, cette victoire des 49ers, c'est un retour, comment je dirais, quelque chose qui leur a permis de retrouver confiance après la grosse défaite contre Baltimore. Confiance, je sais pas, mais ça montre une chose, c'est que les Niners sont une équipe défensive avant tout. Alors ok, on parle toujours de leur joueur d'attaque, mais la défense, c'est masterclass, quoi. Peut-être un petit peu les cornerbacks, mais c'est la seule micro faiblesse, mais c'est vraiment pour vraiment en trouver une. En attaque, ils ont du rythme, ils ont tout ça, ils ont des joueurs. Je crois que c'est la première équipe à avoir un tight end, un receveur et un running back à plus de milliards. Qu'est-ce que tu veux Non, je sais plus, quoi. Enfin, ça vient aussi du rythme de la défense. Et si je dois revenir à ta question, moi je pense que ça va être au cas par cas. Il y a des joueurs qui vont avoir besoin de plus de repos que d'autres. Et ce serait peut-être bien que certains ne jouent pas le dernier match. Je pense à CMC. On l'a vu qu'il avait été strappé au niveau de la cheville. Et j'ai pas vu l'évolution de la blessure. Mais ce serait peut-être bien de le laisser se reposer, donner des snaps à Mitchell. Ça peut être une bonne solution. Après, les receveurs peuvent être là, mais après, ça va être surtout préparer la défense, parce qu'on sait que pour gagner les titres, il faut une grosse défense, et ils auront 3 matchs de très haut niveau à gagner pour être champion. Donc, pour moi, il n'y a pas de... L'autoroute vers le vers le Super Bowl est là. Il va falloir juste donc bien gérer le personnel, et je pense que le coaching staff est capable de faire ça. Pour compléter ce que tu disais, effectivement, c'est la 4e équipe de l'histoire de la NFL à avoir un quarterback à plus de 4 milliards à la passe et 4 joueurs avec au moins 1 milliard de scrimmage. Depuis, il y a eu les Colts en 2004, il y a eu les Falcons en 95 et les Oilers
en 1990 et c'est la première équipe de l'histoire de la NFL à avoir un running back, 2 receveurs et un tight end qui ont chacun plus de milliards depuis la ligne de scrimmage avec donc McCaffrey, Ayuk, Samuel et George Kittle. C'est la première équipe à réussir un tel exploit dans l'histoire de la NFL. Voilà, donc une attaque complète et rassurante pour les 49ers. Tout va bien, mon cher Seb. On continue comme ça. Allez, hop, on a en avant la saison. Ah oui, parce que j'allais oublier un truc. Mais si jamais les 49ers se sont qualifiés avec le first seed, comment ont-ils pu le faire, mes chers amis? Grâce à une victoire qu'on n'attendait pas forcément. Celle des Cardinals de l'Arizona. Alors celle-là, autant vous dire que le mec qui a mis 100 € dessus, je le félicite, hein, parce que bon, dire qu'on l'avait pas vu venir, c'est pas un mince mot. C'est nos amis des Cardinals qui en fait indirectement donc ont favorisé leur adversaire de division. C'est quand même paradoxal, mais c'est comme ça. Les Cardinals qui se sont donc imposés chez les Eagles de Philadelphie. Yaya, si j'ose te poser une question, c'est mais qu'est-ce qui s'est passé? Une faille dans les instants? Non, c'est dans la droite ligne des dernières semaines. Ils se prennent une fessée à Dallas, ils perdent à Seattle. Contre les Giants, on peut pas dire qu'ils étaient très très sereins. Alors, on peut dire tout ce qu'on veut, mais les Giants, c'est une équipe pathétique cette année. Hein, et là, contre Arizona, qui a quand même un quarterback assez élite. Donc, ça perd des matchs ces dernières semaines. Donc, c'est pas si surprenant. Sur les 4 derniers matchs, il y a 3 défaites, une victoire. Sur les 5 derniers matchs, ils ont 4 défaites. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que là, Philadelphie se prend de plein fouet la perte de ces deux coordinateurs. Et d'ailleurs, il y a une belle revanche de Jonathan Gannon au passage. Oui. Soit dit en passant, il a quand même joué un bien mauvais tour à son ancienne franchise sur l'affaire. Surtout que son départ a été particulièrement compliqué. Donc, c'est pour ça. Il y avait beaucoup de rancœur. Donc voilà. Et pourtant, ça s'était plutôt bien goupillé au début de match. Il y avait 21-6 pour les Eagles de Philadelphie. Ça semblait quand même se diriger vers un succès sans trop de difficultés. Il y a eu cette interception très moche. Alors, brillamment retournée par Brown, hein. Ça, il y a pas de souci là-dessus sur 99 yards, mais la passe, c'est vraiment pas, si vous vous rappelez de l'interception, elle est quand même pas fameuse, hein, la passe de Kyler Murray, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, il y a eu ça, et puis d'un seul coup, patatras. Et notamment, ce qui est inquiétant, je pense, c'est les 221 yards encaissés à la course par la défense des Eagles. Ça fait quand même énormément, surtout dans une conférence NFC où il faudra potentiellement se frotter encore une fois à San Francisco en playoff, où il faudra potentiellement se frotter à Jahmyr Gibbs et David Montgomery du côté de Détroit. Bref, il y a quand même du running back de qualité, hein. C'est particulièrement inquiétant, d'autant que avant ce match, la défense contre le jeu au sol de Philadelphie, il est classé 11e. Il est classé 11e de la ligue et ils se font décapsuler 221 yards par Arizona, of all people. Et c'est vrai que, comme tu le disais, ça commençait plutôt bien. Une avance de 21-6 à la mi-temps. En plus, un club pour qui le gros problème ces derniers temps était de franchir la barre des 20 points de façon plus régulière. Mais surtout, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est qu'ils sont tombés dans leur travers habituel. Et leur travers habituel, c'est de se faire décapsuler en deuxième mi-temps, depuis que Matt Patricia a pris les rênes de cette défense, cette équipe, elle encaisse en moyenne 29 points en deuxième mi-temps. Et ça n'a pas raté. Et ils perdent très très gros sur ce match, parce que non seulement, bien sûr, ils disent adieu au first seed, mais surtout, si la semaine prochaine,
hyper probablement, parce que si Dallas l'emporte Gagne, ouais. la semaine prochaine, ils risquent de devoir prendre le bus aussi, les Eagles, pour toute la durée. Si Dallas gagne, Dallas sera champion de division là-dessus. Il n'y a pas de voilà. C'est aussi simple que ça. Le calcul est simple. S'ils battent les Commanders, Dallas sera champion de division. Dans une division, on a un peu l'impression que personne en veut depuis 2-3 semaines, tellement les Cowboys et les Eagles perdent. C'est les Giants qui vont nous faire un retour improbable. Bon, il faudra encore 20 semaines, mais bon. Non, mais c'est surtout que les Commanders, ils ont complètement lâché. Ils ont lâché l'affaire. Ils ont lâché l'affaire, hein. C'est fini, Washington. Ils vont pas. Je pense qu'ils vont pas présenter un challenge très compliqué aux Cowboys. On est à l'abri de. Ou alors ils vont faire comme les Jets, comme contre les Jets en fait, les Commanders, ils vont essayer de challenger pendant une mi-temps ou pendant 3/4 temps, et puis après à la fin ils leur diront allez hop c'est bon, vous pouvez y aller les amis, y a pas de souci. Bon après ça reste un rival de division, on sait jamais. Oui alors oui non mais attends. Il va nous rappeler 2020, genre je le sens. Exactement où justement ces mêmes Eagles avaient j'étais sûr exprès de perdre. Donc voilà, il y a un club, la Philadelphie, qui déjà est tombé dans le classement de la première à la 5e place, quasiment comme ça, sans rien comprendre à ce qui lui arrive, et là qui en plus risque de perdre, à de très très fortes chances de perdre sa division. On a l'impression qu'en quelques semaines, ils ont tout perdu. Tout est relatif, hein. Ils sont toujours qualifiés, mais qu'ils ont perdu très très gros en quelques semaines. Après, il y avait des gens qui, sur les réseaux sociaux, notamment sur les réseaux sociaux des Eagles France, et que je salue, qui disaient, et c'est pas faux, quelque part, c'est juste un retour des choses par rapport au début de saison. On les avait trouvés toujours assez poussifs. Les Eagles, ça gagnait de peu. On en avait souvent discuté. Est-ce que finalement, c'est pas ça la force d'un champion, de gagner sans forcément être étincelant? Est-ce que finalement, sur toutes ces semaines d'avant, ce serait pas un peu trompé, et ce serait pas que les Eagles sont tout simplement très limités cette année? Trop limités, peut-être même. On l'a dit déjà à plusieurs reprises lors des dernières semaines pour les Eagles, c'est, tu vois, comme Kansas City, le même pour d'autres raisons, mais le type de configuration, c'est-à-dire que tous les défauts que l'on a pu voir, qu'on a pu pointer du doigt au fur et à mesure de la saison, ils sont en train de s'accentuer, ils sont en train de s'accumuler, et ça donne ça. Complètement. Tout à fait. On passe parce que non seulement les 49ers devaient gagner, ils devaient compter sur une défaite des Eagles, mais ils devaient aussi compter sur une défaite des Lions de Détroit pour aller chercher le first seed. Les Lions qui ont été battus par les Cowboys de Dallas, c'était donc dans la nuit de samedi à dimanche. C'était un Monday Night Football passé le samedi en raison des demi-finales de championnat universitaire qui se jouent ce premier de l'an. Les Cowboys qui se sont donc imposés dans un match, mon cher Yaya, qui restera quand même dans les annales de cette saison 2023, ou plutôt dans les livres d'erreurs d'arbitrage potentielles de cette saison 2023, puisqu'il y a eu cette fameuse tentative de conversion à 2 points refusée aux Lions, qui l'avait converti, qui a été rappelé parce que la personne qui a reçu la conversion n'était soi-disant pas éligible, alors qu'on voit très bien qu'elle va se déclarer comme éligible. Bref, il y a eu ce micmac. Et finalement, c'est les Cowboys qui s'en sortent. Alors là, je viens de penser en moi-même. Ai-je bien fait de donner la parole en premier à Yaya sur ce match? Peut-être aurais-je dû la donner à Seb. Tu viens de mettre une pièce dans le jukebox, Flav. Moi, écoute, j'aurais dû te prévenir avant, c'est vrai, mais tu devrais le savoir. Alors, you should know better. La rédaction de TFA se détache des propos que va tenir Yaya pendant les 3 prochaines minutes. Qui n'engage que lui, qui n'engage que ce rédacteur, et ce rédacteur seul, et ne reflète pas l'opinion de l'ensemble. Vous pouvez lui écrire à yaya@thefreeagent.fr sans problème. Je ne rajouterai rien là-dessus. Je m'étais déjà exprimé en début de saison, et juste pour faire... Mais en plus... C'était vraiment juste pour faire de la polémique, pour rigoler. Mais la vérité rattrape la fiction, j'ai envie de dire. Oui, c'est... si on va plus loin, il y a eu un vrai problème tout au long de l'année sur les décisions arbitrales.
c'est une de plus. Alors là, effectivement, c'est sur une fin de match. Est-ce que ça va changer la face du monde? Non, je ne le pense pas. Après, je pense que c'était quand même un statement du côté de Détroit de maintenir la dragée haute à Dallas, qui est invaincu à domicile depuis toute la saison. Donc voilà, mais après du côté de Dallas, on doit gagner bien avant. C'était un bon match de football. Il y avait tout là-dedans. Détroit était supérieur en termes de yards sur le match, 420 à 384. 2 turnovers perdus. Bon, c'est des équipes de play-off. On va voir ce que ça va donner. En play-off, le rendez-vous est en play-off et ça ne m'étonnerait pas que s'ils se recroisent, cette erreur va mettre tellement en colère les Lions qui vont rugir sur les Cowboys. Après, on a eu quand même dans ce match-là deux faits importants. Seb, il y a déjà l'extraordinaire performance de CeeDee Lamb qui devient, avec ce match majuscule, le meilleur receveur en nombre de yards de l'histoire des Lions sur une saison. Hein, c'est lui qui bat les Cowboys. Des Cowboys, pardon, je dis des Lions, des Cowboys sur une saison, ce qui est déjà une belle performance en soi. Et il y a eu cette pression quasi constante mise sur Jared Goff, qui a été vraiment en difficulté sur la rencontre. Et c'est peut-être ce qui est le plus inquiétant pour les Lions. C'est l'impression que quand Jared Goff est vraiment pressurisé, il a quand même du mal à faire avancer son équipe, hormis sur le dernier drive qui conduit à cette fameuse erreur d'arbitrage. Sinon, ça a vraiment été un match très, très, très compliqué pour Jared Goff. Après, on ne peut pas se rejeter Cowboys, il est pas tendre. On sait que Jared Goff, quand il est mis sous pression, il a un petit peu de mal. Néanmoins, moi, ce que je retiens des Lions, si on met de côté donc cette fameuse erreur d'arbitrage sur laquelle on va pas revenir, c'est quand même cette volonté de gagner à tout prix et d'aller chercher une conversion à 2 points. Là, on pourrait aller chercher le match nul. Et alors, c'est un état d'esprit que moi j'aime beaucoup, mais qui fait que on met souvent, on va dire, cette volonté inextinguible de gagner fait mettre de côté la raison. Mais on sait que Dan Campbell fonctionne comme ça. Il sait parfaitement que ça peut se retourner contre lui. Voilà la preuve, en l'occurrence là, pas vraiment mettre des événements sur le coup, mais le jeu aurait pu tourner autrement sans cette erreur d'arbitrage. C'est pour ça que là aussi, cette équipe, elle va pas être facile à prendre les playoffs venus. Là, je viens de voir à l'instant une déclaration qu'a fait Dan Campbell en conférence de presse, je pense que c'est après le match, où il disait qu'il avait I have controlled fury and we will use it as fuel. C'est-à-dire que voilà, il a une colère maîtrisée et que ça allait servir de alors maîtriser au moment où il est parti voir les arbitres à la fin du match, il avait du mal à se maîtriser. Moi qui regardais le match. Alors honnêtement, mets-toi à sa place. Ah oui, non, mais alors là, mets-toi à sa place. Je comprends tout à fait. Mais c'est vrai qu'il est vite retourné sur le banc de touche, mais on sentait un certain agacement. On peut le dire. Ouais, une petite pointe de frustration. Peut-être. On va le dire comme ça. Mais après, c'est quelqu'un, Campbell, quand il est arrivé à la tête de la franchise, souvenez-vous de sa conférence de presse où il avait annoncé la couleur, qu'il voulait jouer agressif, qu'il voulait des joueurs agressifs et qu'il disait clairement. Je veux de vrais lions sur le bord du terrain. Voilà, à chaque fois qu'on se fera mettre au sol, on va se relever, on va vous bouffer un orteil, et après on va vous bouffer une cheville, ensuite on va vous bouffer un genou, et puis finalement c'est vous qui vous relèverez plus. C'est cet état d'esprit, c'est ce qui l'a mené là où il est, là où sont les Lions actuellement. C'est ce qui a permis aussi, je vous le rappelle, de faire baisser la criminalité à Détroit. Les victoires des Lions. C'est pas les défaites des Pistons. Ah bon, ok. Ouais.
Non, moi je dirais que je dirais que c'est. Tu vois, et regarde, les Pistons ils ont regagné. Qu'est-ce qui se passe? Il a fallu que les Lions perdent pour que les Pistons gagnent à nouveau. Il y aurait, Tu vas pas me une dire, hein, stat y a pas de intéressante à hasard. chercher sur à quel moment, quel est le dernier jour de victoire des deux franchises en même temps. En fait, entre les Pistons Oui. et les Lions, voilà. Si quelqu'un veut faire la recherche, il a Ça doit se trouver. oui, ça doit se trouver. Mais tu parlais des Mais donc, quatrièmes tentatives, pardon, Seb, je te coupe une seconde. Il faut rappeler aussi ce drive en fin de première mi-temps où Détroit avait beaucoup de mal à avancer depuis déjà 2-3 drives et ils sont une nouvelle fois stoppés dans leur moitié de terrain et là Dan Campbell nous ressort le coup du fake punt qu'il avait déjà fait contre les Chiefs, rappelez-vous, sur la toute première semaine de compétition où ça avait déjà bluffé tout le monde. C'était l'un des premiers drives de l'année de la saison, il avait déjà annoncé la couleur. Fake punch, il fonctionne, et ensuite il se retrouve en quatrième tentative aussi, alors de mémoire c'est 6 ou c'est même pas, ça doit être 5 yards de la ligne d'en but des Cowboys, et il ne prend pas les 3 points alors que son équipe est menée 7-3 pour tenter une nouvelle quatrième tentative, qui cette fois sera pas convertie. Mais il y a vraiment cette volonté pour Dan Campbell, c'est d'ailleurs l'équipe des Lions, celle qui joue le plus de quatrième tentatives dans le territoire adverse. Plus de 50% des quatrièmes tentatives sont jouées dans le territoire adverse depuis le début de la saison. C'est quand même quelque chose d'assez fou, quoi. Oui, c'est cette never say die attitude, de vouloir avancer à tout prix et à tout crin. Attention, on peut s'y brûler les ailes, mais bon, faut quand même admettre que ça manque pas de panache, quoi. Faut saluer l'audace. Et je sais que mon Yaya est fan des entraîneurs qui ont de l'audace, n'est-ce pas, mon cher Yaya? Complètement. Aussi. Oui, c'est vrai. Tu avais vanté les Brian Daboll l'an dernier qui avait, sur le premier match, choisi la conversion à 2 points. Bon, il l'a choisi contre les Rams aussi pour un autre résultat, mais bon. Allons-nous y revenir? Eh bien oui, nous allons y revenir tout de suite puisque les Rams le de Los maître de la Angeles transition. sont en play-off, eux aussi, les Rams qui ont donc validé leur ticket pour les play-offs. Et pourtant, c'est bien peu dire, mon cher Yaya, que de dire qu'on ne les attendait pas forcément à pareille fête en début de saison. On se rappelle que ils étaient dans une division qu'on pensait qui allait être largement dominée par les 49ers. Là-dessus, on s'est pas trop trompé. Mais on s'était dit, bon, les Rams, ils ont fait leur all-in il y a quelques saisons de ça, ils ont gagné leur titre, ça va être une phase de reconstruction. Cooper Kupp était absent pour le début de saison. Et ben voilà Tipa qui nous sort Puka Nacua comme rookie et que finalement, la confiance aidant, voilà les Rams qui se retrouvent en play-off à la fin de la saison. Est-ce que pour toi, c'est la grosse surprise de cette saison 2023 ? Grosse surprise, je sais pas, mais en tout cas, ça montre une chose, c'est que une équipe bien coachée, ça fait un peu la diff quand même. Sean McVay est un excellent coach. Beaucoup pensaient qu'il allait se mettre en retrait parce que justement, il n'avait plus les joueurs du côté de Los Angeles. Et en fait, il est là, il mène bien son équipe. En attaque, il a réussi à mettre en valeur Nacua. Cooper Kupp qui est revenu, ça a donné encore plus d'air au jeu. Matthew Stafford, on connaît mon peu d'amour que j'ai pour ce quarterback. Il continue à faire le boulot. C'est toujours un excellent joueur. Et ils ont trouvé du jeu de course. On rajoute à ça un monstre en défense qui est Aaron Donald. Du coup, voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est une équipe qui gagne les matchs qu'ils doivent prendre. C'est pas non plus, c'est plus le temps justement du bling bling des stars avec le run pour aller au Super Bowl, mais ils sont qualifiés pour aller en playoff et donc ils vont représenter la NFC West pour les playoffs. Donc c'est plutôt moi, plus qu'une bonne surprise, je dirais une grosse surprise, une bonne surprise, pardon. C'est quand même une équipe qui avait commencé, Seb, avec un bilan de 3 victoires et de 6 défaites sur les 9 premières semaines de compétition. À la mi-saison, ils étaient donc à 3-6. Et qu'il a, sur cette deuxième partie de saison, c'est simple, hein, sur les 7 derniers matchs, ils n'en ont perdu qu'un. Et c'était de moins d'une possession contre les Ravens de Baltimore. Absolument. Et ce qu'il y a de fou, mais
c'est là aussi où on se rend compte qu'on ne voit que ce qu'on veut bien regarder. C'est que cette fiche 6-1 après leur bye week, personne ne l'a souligné. Personne ne l'a souligné. On se disait, ouais, les Rams, en ce moment, ça joue bien. Et personne pour se dire, mais tout de même, là, ils alignent des victoires de façon spectaculaire. Ils sont en train de retourner leur saison. Et ils se retrouvent là où ils sont avec... alors, pour compléter ce que disait Yaya, effectivement, ils retrouvent un jeu au sol. Kyren Williams, c'est leur premier rusher à milliard depuis 2018. C'est quand même pas rien. Leur qualification en playoff, elle couronne leur très bon travail, le très bon travail de Sean McVay sur cette saison. Il montre qu'il est toujours un coach avec lequel il faut compter. Effectivement, c'est une grosse surprise. Je ne sais pas, une belle surprise en tout cas. Ils parviennent en plus à doubler dans le dernier virage Seattle, qui était quand même un candidat encore sérieux pour les playoffs jusqu'ici, et puis mais qui a peut-être enterré ses chances en perdant contre Pittsburgh cette semaine. Difficile de dire si ce parcours va être pérenne dans les semaines qui viennent, mais en tout cas ça couronne le travail fait sur la deuxième partie de saison. Il y a aucun scandale là-dessus. Ils ont pris les victoires qu'ils avaient à prendre. Alors on pourra toujours gloser sur la valeur des adversaires, mais ils ont quand même battu Seattle, ils ont quand même battu Cleveland. Voilà, donc qui sont des équipes qui ne sont pas négligées, et effectivement contre Baltimore, c'était pas si loin que ça. Donc félicitations à eux, je suis très content pour les fans des Rams, et puis moi je leur souhaite le meilleur pour ces playoffs. Alors, le meilleur pour ces playoffs, on a appris pendant l'enregistrement du podcast, donc il n'y a aucun secret pour nos auditeurs. Donc, on enregistre le lundi soir pour la diffusion du mardi. On a appris une signature du côté des Rams en vue des playoffs. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Je sais pas si vous l'avez vu passer ou pas. Non. Voilà. Je vais vous l'annoncer. C'est la signature de Brett Maher, le kicker. Qui va donc signer. Voilà. Je sais que Seb se rappelle de Brett Maher l'an dernier pour un match mémorable de Dallas contre les 49ers. D'une part ceci, mais alors c'est un point justement, c'était peut-être le point d'attention qu'il fallait avoir pour les Rams. C'est le cas de celui qui était jusqu'ici leur kicker titulaire, Lucas Havrizik, qui met deux conversions à côté hier, et au total Havrizik, c'est 15 coups de pied, field goal et conversion manqués sur la saison. C'est le plus gros total de la ligue. Je comprends que McVay veuille s'assurer une sorte d'assurance tout risque. Alors après l'assurance tout risque, si c'est Brett Maher, au regard des playoffs de l'an dernier, je rappelle, c'est un extra point marqué sur 5 contre Tampa Bay, et c'était donc 0 sur 1 contre San Francisco. C'est peut-être aussi une façon peut-être de mettre de la compétition sur le poste à ce moment-là, parce que ça va se révéler, ça peut se révéler problématique les playoffs venus. Oui, tout à fait. Donc voilà, la signature de Brett Maher pour remplacer effectivement Luka Havrizik, qui a été laissé libre par les Rams de Los Angeles dans cette journée de lundi. Alors j'ai une question qui nous est bonne année pour lui, au fait. Et on est ravis de t'avoir dans notre équipe, cher Lucas. On te fera une place dans les prochains podcasts, puisque tu rejoins toi aussi les agents libres, et on en est ravis. Je disais, on a une question sur X d'un tweetos qui nous disait, et j'ai été assez surpris de la question, alors je vais vous la poser, parce que comme elle nous est venue, sans aucun jugement, la question qui est posée, c'est si les Lions, en playoff, venaient à affronter les Rams ou les Packers, est-ce que ça voudrait dire qu'ils passeraient ce tour tranquillement? Alors je suis assez surpris parce que quand tu vois l'état de forme des Rams et quand tu vois comment les Packers ont joué à Thanksgiving contre Détroit, à mon avis, la question de la facilité va rester à revoir. Déjà, si je puis me permettre, des tours de playoff faciles,
C'est une forme de concept. Surtout pour les Lions qui sont pas non plus les plus expérimentés à ce niveau de compétition. Juste, il peut y avoir aussi des mi-temps faciles. On se souvient de Chargers Jaguars l'année dernière. Qui ne veut pas dire que le résultat sera celui de la mi-temps. On le dit pour rester jusqu'au bout en play-off. C'est un conseil. Non, mais plaisanterie mise à part, non, je ne vois pas de match facile. Et surtout, un Lions-Rams, faut pas oublier non plus qu'il y a eu un gros échange il y a quelques années. Stafford-Goff, donc avec une certaine animosité, il peut y avoir une certaine animosité, donc à voir. Voilà. Alors la question précise, je l'ai retrouvée parce que je voulais pas trahir le propos de notre auditeur, c'était en cas de Lions vs Rams ou Packers, Détroit est-il assuré de passer au tour suivant? Donc c'était pas victoire facile, c'était sont-ils assurés de passer au tour suivant? Non, très clairement, je pense qu'il y aura match. Mais on aura après, il y a l'avantage du terrain. Mais vu que c'est en stade fermé, l'avantage un peu moins important. C'est d'ailleurs la première fois de l'histoire que le Ford Field accueillera un match de play-off. C'est pour la petite. On en reparlera de cette épopée des Lions en play-off qu'on suivra, bien évidemment, pendant toute la durée de la post-saison que vous suivrez avec nous sur TFA. Alors, on a parlé beaucoup des équipes qui ont gagné. Parlons de celles qui ont gagné non seulement en ce dimanche, mais qui ont gagné le premier tour de draft. C'est les Bears de Chicago qui ont fait coup double. Non seulement ils ont gagné leur match, mais en plus ils ont gagné le premier tour de la draft. Le premier choix de la draft, ce serait quand même fort. Et pourquoi? Parce que les Panthers sont perdus et sont assurés de terminer avec le pire bilan de la ligue. Pourquoi parlons-nous des Panthers, allez-vous me dire? Pour ceux qui nous rejoignent depuis cette année, tout simplement puisque les Bears ont le premier choix, le choix de premier tour des Panthers en raison de l'échange qui avait été fait l'année dernière. C'est donc, mon Yaya, la deuxième année de suite que les Bears ont le premier choix. Oui, totalement. Et ça va être assez intéressant de voir ce qu'ils vont en faire. Est-ce qu'ils vont le retrader à nouveau? Ce serait marrant qu'ils le retradent à nouveau contre Carolina. Ce serait cocasse. Il faut savoir que le public du Soldier Field a crié « We want Fields ». Justin. We want Justin hier dans un Soldier Field, comment dirons-nous, congelé. Par la neige, effectivement, les supporters présents ont assez clairement fait leur choix concernant le quarterback qu'ils souhaitent, et visiblement, c'est vrai pour Justin Fields. Après, dans le lot, le grand gagnant de l'histoire, c'est donc bien évidemment Chicago, qui a très bien monnayé son premier tour de draft puisqu'il ne voulait pas d'un des deux quarterbacks en ce début de saison. Donc ni Bryce Young ni CJ Stroud. Voilà, et donc ils ont réussi à avoir une saison de plus de Justin Fields, voir ce qu'ils voulaient faire. Maintenant, c'est à eux de prendre la décision. Est-ce qu'ils veulent drafter un quarterback ou un Marvin Harrison Jr. Voilà, puisque c'est les deux, c'est les grands noms qui sont dans les mock drafts. Bon, on va voir ce qu'il en est. Bon, c'est quand même un bon coup du côté de Chicago. On a bien monnayé. Bon. Est-ce que justement, Seb, ils n'ont pas fait presque le casse du siècle en fait l'an dernier, les Bears. On rappelle en plus qu'ils ont gagné le premier choix de draft. Comment dirons-nous, un peu par chance, si j'ose dire, puisque les Texans avaient gagné la dernière rencontre l'an dernier, alors qu'on s'y attendait pas du tout, et finalement ils avaient gagné, donnant le premier choix de draft ainsi aux Bears de Chicago. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un vrai hold-up du siècle? Parce qu'on rappelle qu'ils ont non seulement récupéré le choix cette année des Panthers, qui finissent avec le pire bilan, ça ils pouvaient pas le savoir, mais voilà, ça fait partie des choses... Des choses qui sont produites, et en plus il récupère DJ Moore qui fait quand même une saison pour l'instant 1300 yards. Il récupère le first pick, il récupère DJ Moore.
eux, leur propre pick au first round, il devrait être aux alentours du 10e choix, parce que je pense que ça va pas beaucoup évoluer d'ici lundi prochain. Belle affaire, mais une fois de plus, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Alors, le GM actuel de Chicago, Ryan Pauls, il avait toujours dit que pour qu'il draft un quarterback au premier tour, il faudrait qu'il soit réellement étonné, blown away, c'était ses mots. Il faut aussi garder en tête que ce n'est pas Pauls qui a choisi de drafter Justin Fields. Il est arrivé après, il fait partie de la nouvelle équipe sportive, enfin front office et sportive de Chicago. Alors, est-ce qu'il écoute le public qui veut conserver Fields, Fields qui est candidat à une extension de contrat, hein, parce qu'il va arriver sur sa 5e extension qui ne lui a pas encore été proposée. Donc, est-ce qu'il va écouter le public? Est-ce qu'il va y avoir alors j'oserais pas trop dire hein, l'ego qui parle, mais est-ce qu'il va vouloir marquer le club de son empreinte et justement drafter un quarterback et aller chercher Caleb Williams de USC? Très honnêtement, bien malin qui saurait répondre. Est-ce qu'il faut prolonger l'expérience Justin Fields qui est maintenant en formation depuis 4 ans, donc c'est un soldat, hein, Fields, hein, c'est un soldier Fields. C'est un Soldier Fields, voilà, tout à fait. Mais voilà, 4 ans de formation, ça commence à faire long. Là, il va avoir un. C'est même plus le QB asperge. C'est. Alors ouais, là, on est là. L'asperge est mûr. Donc voilà, est-ce qu'il faut s'entêter avec lui parce qu'il reste malgré tout un bon athlète, même si les résultats ne suivent pas, ou est-ce qu'il faut tout casser, échanger? En ce qui me concerne, je suis incapable de savoir pour le moment si le club a une direction vers laquelle ils veulent tendre. Il y a autant d'arguments à mon sens pour que contre. Oui, et puis il y a aussi une autre chose, c'est le coaching staff. Est-ce qu'on garde le même coaching staff? Alors, d'après ce qui a été dit hier ou dimanche ou je sais plus quand, enfin bref, samedi, dimanche, je ne sais plus. Matt Eberflus devrait normalement rester en poste l'année prochaine. Bah, c'est plutôt un signe vers Justin Fields. Après, on sait que tu as une fenêtre de tir quand tu draftes un quarterback générationnel de 5 ans. Après, tu dois le payer. C'est ce qui se passe la plupart du temps. Faut vite se décider parce qu'un premier choix, tu n'en as pas tous les ans. Donc là, ça fait 2 années d'affilée. Parce que imaginons qu'ils laissent passer, là ils ont quand même laissé, au final ils ont laissé passer CJ Stroud par exemple. Imaginons qu'ils laissent passer Caleb Williams et qu'il explose complètement. Il y a beaucoup de attends, excuse-moi, mais il faudra qu'on invite nos copains du Trick Play pour nous parler de Caleb Williams. Mais moi j'entends beaucoup de choses et son contraire sur lui. Ah oui, il y a beaucoup de critiques sur Caleb Williams. Oui. Donc tu mets entre les mains de la franchise et tu draftes un quarterback alors que tu as fait confiance une année de plus à Justin Fields. On n'a pas vu non plus tant de choses que ça de Justin Fields. Mais on n'a pas vu non plus de choses suffisamment négatives pour le balancer, quoi. Donc, il y a des rumeurs de trade aussi de Justin Fields qui sont envoyées pour être notamment le backup de Rodgers du côté des Jets. Voilà. Le backup ou le titulaire selon Rodgers tient 3 jeux ou pas cette année. On rappelle cette très bonne blague hier des amis de NFL même qui ont dit si vous commencez à regarder la saison d'Aaron Rodgers avec les Jets à 23h57, à minuit elle sera terminée. Voilà. C'était assez savoureux. Mais nous ne nous moquons pas d'Aaron Rodgers, hein, nous sommes bien d'accord. On se moque de lui uniquement off-season quand il s'enferme dans des grottes, voilà. Mais pas sur sa blessure. Il va bien sentir. Les amis, voilà pour ce débrief de la semaine 17. Il nous en reste encore une à faire de semaine de saison régulière. Ce sera bien évidemment en fin de semaine. C'est samedi, dimanche, la semaine 18, puisqu'il y aura un match
Déjà samedi soir, je crois que si ma mémoire est bonne, c'est celui des Steelers de Pittsburgh. Ça doit être Steelers-Bengals, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui jouera samedi à 22h30. Voilà. Non, c'est les Pittsburgh, effectivement, mais qui va du côté de Baltimore. Ah, c'est Baltimore, pardon. Voilà. Bon, bah, voilà. T'es dans la bonne division, mais j'avais pas la bonne équipe. Bon, c'est comme ça. Parce qu'on rappelle que la dernière semaine, c'est que des matchs intra-division. Que des matchs de division, tout à fait. C'est là que ça va être intéressant. Et dans le deuxième podcast de la semaine qu'on publiera jeudi, on reviendra avec Seb sur tous les enjeux de cette Week 18. On parlera de l'AFC Sud, qui est extrêmement disputée avec 3 équipes qui se tiennent avec le même bilan. On parlera de la NFC Sud aussi, avec les Buccaneers qui pourraient aller chercher un 3e titre consécutif. On parlera de toutes ces divisions qui ne sont pas encore jouées et qui vont connaître leur champion dans une semaine. Merci beaucoup, mon cher Yaya. Merci Seb pour votre présence dans ce podcast. On vous souhaite une chose. Oui. Avant de conclure, tu nous as pas demandé notre action de la semaine. Ah oui, pardon. Votre action de la semaine, qui est donc la réception de Juwan Johnson, du bout des doigts, suivi d'une roulade sur le terrain des Buccaneers. Donc merci à tous. Non, je rigole, vas-y mon Yaya, parle-nous de Mason Crosby. Mais vas-y. Non, moi c'était juste le retour de punt. Le retour de punt. Vas-y. Oui. Lequel? Des Giants, notre ami Cooner Olszewski. Oui. 94 yards. Tout à fait. Je croyais que c'était le retour de coup d'envoi des Patriots de Reagor que tu allais nous. Tu vois, aussi, mais non, j'avais envie de parler des Giants. Oui, et on est quand même sur du 4. Attends, de mémoire, on est à 4 touchdowns de plus de 90 yards cette semaine. Il y a celui de 92 de CeeDee Lamb. Il y a celui de notre ami des Giants. Tu vas le donner le nom mieux que moi. Olszewski. Voilà. Il y a celui de Sidney Brown des Eagles, le pick six de 99 yards, et il y a celui de Reagor de 94 là, des Patriots sur le coup d'envoi. Pas mal cette semaine. Hein. Exactement. C'est plutôt pas vilain. Bon, Seb, t'as une action de la semaine, toi? Moi, j'en ai 2 qui m'ont marqué. La première, c'est les Broncos qui stoppent le fake punt des Chargers de très belle manière, qui enterrent le last blocker sur qui il y avait eu un direct snap. Et puis, c'est le touchdown de 75 yards de Zay Flowers sur une passe de Lamar Jackson. Tout à fait. Comme ça, la boucle est bouclée. On aura parlé des Ravens au début et on conclut avec les Ravens de Baltimore, comme ça. Hein. Que dire d'autre à part que c'était parfaitement ficelé, pardon. Je vais y arriver. Comme un rôti, tout à fait. Mon cher Yaya, cette fois, je te remercie. Mon cher Seb, je te remercie aussi. Et on se dit donc tous à très vite pour le deuxième podcast de la semaine. En attendant, portez-vous bien et encore une très très bonne année 2024 à tous. Salut tout le monde. Ciao. Bye.